Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Aïnoun Ala, exclusivement en français, exceptionnellement. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Dans le cadre de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale, le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, s'est rendu dans la wilaya du Hod al-Sharqi, où il a présidé le lancement de plusieurs activités, dont je vais citer ANEMA, un paquet d'interventions et de projets au profit de 272 localités frontalières. Il a supervisé également à Oualata la pose de la première pierre du projet d'approvisionnement de la ville en eau potable à partir de Dhar. Il a également posé la première pierre de la route reliant les villes d'Ad el-Bagrou à Amourj. Dans la localité d'Arkan, relevant de la commune de Dhar, département de Basseknou, le Premier ministre a donné le coup d'envoi de la mise en exploitation d'un certain nombre de barrages. Il a présidé, comme clou de la soirée de sa visite à la maison des jeunes d'Enema, le démarrage des travaux de la table ronde sur le développement de la wilaya du Hod al-Sharqi. Pour débattre de cette visite, je reçois sur le plateau ce soir comme invité M. Mohamed Ould Taqré, qui est conseiller chargé du développement régional au ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Bonsoir et bienvenue. Je reçois également en duplex d'Enema M. Mohamed Ould Tijani, qui est président du conseil régional du Hod al-Sharqi. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Je reçois aussi Madame la directrice de l'Agence française de développement, Madame Brisset Bénédicte. Bonsoir et bienvenue dans l'émission. Pour commencer, mes chers téléspectateurs, suivons ensemble ce rappel des moments forts de la visite du Premier ministre dans le Hod al-Sharqi avec Bokar Baylaba. Mobiliser les ressources pour le financement de la stratégie régionale du développement accéléré et de la prospérité partagée de la wilaya du Hod al-Sharqi, tel était l'objectif de la table ronde sur le développement de la wilaya, dont les travaux avaient été présidés par le Premier ministre M. Mohamed Ould Bilal Messaoud. Cette table ronde a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, membres de l'Alliance Sahel, des autorités administratives, des élus locaux, des services déconcentrés de l'État, des organisations de la société civile et des acteurs locaux. La table ronde a été l'occasion pour les partenaires techniques et financiers, tout en rappelant les financements d'actions en préparation ou en cours de mise en œuvre dans la région, de renouveler leur engagement en plus du présent programme, à accompagner les efforts et la forte volonté politique des plus hautes autorités de la Mauritanie pour la sécurité et le développement de la wilaya et apporter leur plein soutien pour le financement du programme d'investissement public régional au titre de la période 2022-2025. Justement, ce programme est constitué d'un portefeuille de 29 projets, d'un coût global de 3,7 milliards de MRU, soit environ 100 millions de dollars. Il couvre les domaines de l'agriculture, l'élevage, l'environnement, l'hydraulique rurale, la culture, la justice, l'éducation, la santé et les affaires sociales, ainsi que l'appui à l'administration et des projets multisectoriels pour la promotion d'infrastructures socio-économiques et écotouristiques génératrices d'emplois pour la jeunesse. Lors de sa visite au Hod al-Sharqi, le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messaoud, avait procédé au lancement de plusieurs projets socio-économiques et à l'inauguration d'autres projets, pose de la première pierre du projet d'alimentation en eau potable de la Muqata de Oualata, inauguration de la route Ad el-Bagrou à Morge et d'un ensemble de barrages dans la Muqata de Basseknou. Pour rappel, la wilaya du Hod al-Sharqi dispose d'énormes potentialités économiques à tous les niveaux. Seuls les investissements locaux lui manquent pour assurer son autosuffisance dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture. Je commence avec vous, monsieur le conseiller. Que représente pour vous la visite du Premier ministre dans le Hod al-Sharqi? La visite du Premier ministre au Hod al-Sharqi constitue un moment fort et un reportage politique des événements inaugurés à l'occasion de l'événement du 28 novembre, dont la table ronde dont vous venez de parler. L'occasion pour nous de faire intervenir en duplex M. Mohamed Ould Tijani, qui est le conseiller régional du Hod al-Sharqi. Mohamed Tijani, vous m'entendez? Vous me recevez? Monsieur le Président, vous me recevez? Que représente pour vous cette visite? Je vous reçois, oui, le Président du Conseil régional, oui. Que représente pour vous la visite du Premier ministre?
Alors, la visite du Premier ministre au Haut-Charqi constitue un événement important et qui a été une première dans l'histoire du pays. C'est le déplacement d'un Premier ministre et quelques membres du gouvernement dans le cadre d'une table ronde sur le développement de la région et qui a mobilisé également l'ensemble des partenaires techniques et financiers prêts à soutenir cette stratégie régionale de croissance accélérée et de propriété partagée. Madame la directrice de l'AFD, cette visite a été clôturée par une table ronde. On parle de mobilisation de ressources. Tout à fait. Nous avons voulu accompagner le gouvernement dans sa volonté de rapprocher et de mettre en pratique les politiques de développement au niveau régional. Et nous nous sommes tous mobilisés pour regarder cette stratégie et voir comment on pouvait la financer. Le programme d'investissement qui avait été présenté était à hauteur de 100 millions de dollars et la somme des contributions des différents partenaires de l'Alliance Sahel a été de 118 millions de dollars. C'est ce qui a été annoncé lors de cette table ronde. Monsieur le conseiller, pourquoi le choix de la wilaya de Hod Sharqi? Tout en sachant ce que je vais vous dire, ce sont des informations. Le Hod Sharqi est l'une des wilayas les plus peuplées du pays. Ça, c'est un, avec une incidence de pauvreté des plus élevées aussi. Elle abrite près de 12% de la population nationale, dont 50% ont moins de 20 ans et 67% vivent en milieu rural. C'est dire à quel point les défis sont nombreux. Oui, je crois que vous avez répondu partiellement à la question. Le choix de la wilaya du Hod Sharqi rentre dans un contexte qu'il faut rappeler, c'est que le département en charge de l'économie, conformément à sa mission de coordonner et de suivre l'exécution des politiques publiques, a piloté le processus d'élaboration d'une stratégie de croissance accélérée, de prospérité partagée, qui a été érigée en loi d'orientation. Et cette stratégie traduit les orientations et options stratégiques du gouvernement pour l'atteinte des objectifs de développement durable et la réalisation de l'agenda 2063 de l'unité africaine. L'article 9 de cette loi d'orientation prévoit la déclinaison de la stratégie de croissance en stratégie régionale de développement devant impulser un développement régional, inclusif et générant des retombées positives et négatives sur l'amélioration des conditions de vie de la population. Pourquoi le choix du Hod Sharqi? Le Hod Sharqi est une zone de convergence, au-delà des critères que vous venez de mentionner. Le Hod Sharqi est une zone de convergence des partenaires. Elle a été la première par laquelle le département a débuté le processus d'élaboration des stratégies régionales. Donc, c'est une région où il y a une convergence, comme j'ai dit, de partenaires. Et c'était une région pilote pour les restes des autres pays. On souhaitait que le modèle économique, le développement de la wilaya de Hod Sharqi constitue un modèle pilote pour les autres régions. Et cette stratégie a respecté des principes directeurs, notamment l'occurrence de cette stratégie avec la planification régionale, le cadre programmatique au niveau national et les schémas institutionnels au niveau régional. Elle a respecté les principes d'appropriation par toutes les parties prenantes. Elle a respecté également que les projets, le portefeuille de projets retenu soit tout à fait convaincant et pertinent. Le document de la stratégie a été partagé avec toutes les parties prenantes lors d'un atelier organisé à cet effet à NEMA du 23 au 25 novembre 2020 où tous les participants, les discussions ont abouti à mettre en relief un portefeuille de projets prioritaires supposé impulser le développement de la région. Ce portefeuille de projets prioritaires de la région a sous-tendu l'effort de mobilisation de ressources parce que quand on élabore une stratégie de développement, la phase suivante, c'est la recherche de mobilisation de financement. Or, il y avait un contexte tout à fait favorable, marqué par le sommet Coalition pour le Sahel, où les chefs d'État des pays du G5 ont convenu ce qu'il est appelé de nommer la feuille de route de N'Djamena, où le département de l'économie est parvenu à insérer
la région du Hod Char, la stratégie de développement du Hod Chargé parmi les activités prioritaires de cette feuille de route en tant que zone d'intervention prioritaire du Sahel. Et dans ce cadre, le département de l'économie, monsieur le ministre Ousmane Mamadou Kane, a aussitôt très tôt mis en place un comité d'organisation de la table ronde de NEMA au niveau du contenu de présentation, au niveau de l'intendance, la logistique, etc. Et par la suite, le 27 novembre dernier, s'est tenue cette table ronde sous le qui a été présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre, Mohamed Bilal Messoud. Donc c'est un partage politique en présence de plusieurs ministres, en présence des PTF, membres de l'Alliance Sahel, en présence des élus, de la société civile et de toutes les parties prenantes. C'était un moment fort et un moment, un tournant tant attendu par les populations du Hod Charqi. Et c'est également une consacration de l'option délibérée du pouvoir public de donner la chance au territoire de se développer. C'est l'occasion de décentraliser l'effort de développement pour que les régions, les disparités régionales soient résorbées davantage, pour que les potentialités de développement des régions se développent. Et c'était donc l'occasion de présenter un portefeuille de 29 projets, dont 14 sont structurants qui touchent toutes les muqata'a de la région et 15 spécifiques à chaque commune. Quand j'ai dit 29 et les communes sont 31, il ne faut pas croire qu'il y a des communes exclues. C'est plutôt en termes de typologie de projet, où un projet peut être exécuté dans plusieurs communes. Donc ces projets, lorsqu'ils étaient présentés devant les partenaires membres de l'Alliance, ils ont été aussitôt, on a vraiment l'adhésion des partenaires, c'était vraiment miraculeux, où le montant demandé, les promesses et les engagements de financement ont dépassé ce qui était demandé. Et il y avait une annonce de 4,3 milliards MRI, l'équivalent de 118 millions de dollars. Et donc, vraiment, on va passer à la phase mise en œuvre. Et cette phase mise en œuvre sera entourée, on veillera à ce que toutes les procédures et les mécanismes seront mis en place pour que les principes de rigueur, de transparence et de redevabilité soient bien respectés et pour que les impacts attendus des projets soient sentis et améliorent les conditions de vie des populations. Donc je crois que, grosso modo, la table ronde de NEMA, c'était vraiment une occasion très louable qui dénote de la volonté de nos partenaires et que je remercie au passage au nom du ministère de l'Économie pour leur prédisposition à accompagner les efforts de développement de notre pays. Et je crois que leur engagement à accompagner ce processus, à déclarer ce montant important, dénote vraiment de leur prédisposition, comme j'ai dit, de leur confiance dans notre politique de développement et de la pertinence des projets présentés. On va demander au président du conseil régional du Hod Charqi, M. Mohamed Ould Tijani, parce que vous venez de parler tout de suite, je vous cite, de moments forts et moments attendus par les populations. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Avec 29 projets, c'est quand même beaucoup. Alors, je commencerai par dire d'abord que comme vous avez dit tout à l'heure, que le choix de la région du Hod Charqi est un choix d'abord politique. Donc, c'est la volonté de haute autorité politique de pouvoir soutenir le développement économique et social au niveau de la région du Hod Charqi. Pour plusieurs raisons. D'abord, sur le plan démographique, comme ça a été cité par d'autres, que c'est une région stratégique et une région également qui abrite nos frères réfugiés maliens, 660 000 de réfugiés maliens. Et puis, c'est une région également qui abrite les interventions du G5 Sahel pour sécuriser toute la zone ouest africaine. Donc, c'est des raisons objectives qui font que le choix du Hod Charqi est un choix stratégique. Ensuite, c'est un engagement du président de la République pour la simple raison que l'engagement qui a été pris au niveau de la campagne électorale est de pouvoir développer l'ensemble des régions de la Mauritanie, y compris les régions les plus excentrées du pays. Donc, c'est une attente forte d'abord des populations. Et cette table ronde doit pouvoir également répondre aux engagements du président de la République qui méritent d'être soutenus
et qui n'ont pas droit à connaître un retard. Ensuite, c'est également une occasion qui a permis à nos partenaires au développement de pouvoir d'abord faire le déplacement pour participer à cette table ronde, mais également d'exprimer leur générosité vis-à-vis du gouvernement mauritanien et pour la région du Haut-Charqi. Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'ensemble des acteurs, que ce soit nos collectivités territoriales, l'administration, les services techniques déconcentrés, les partenaires de développement, doivent concourir leurs efforts pour pouvoir, et coordonner leurs actions pour respecter les engagements pris par les partenaires au développement pour soutenir notre pays. Et ça ne peut se faire qu'en mettant en place un comité de suivi rapidement pour piloter cette action de développement au niveau régional et que ces engagements soient concrétisés sur le terrain conformément aux engagements du président de la République, mais également de la volonté des partenaires. Donc les populations du Haut-Charqi attendent beaucoup de cette table ronde, attendent beaucoup de ces engagements et attendent beaucoup du développement promis par le président de la République. Madame Brisset, on parle de financement, on parle de l'ATI, de l'Alliance du Sahel. On peut avoir des idées sur ces différentes appellations? Oui, c'est-à-dire la démarche des membres de l'Alliance Sahel. Pour mémoire, on a la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, l'Union européenne, l'Espagne, l'Allemagne, la France et tout le système des agences des Nations Unies. Donc c'est ensemble qu'on regarde de façon approfondie ce territoire, ce terroir qu'est le Haut-Charqi. Vous avez dit qu'il a beaucoup de défis, mais il a également un potentiel énorme. L'agriculture et l'élevage sont les deux piliers de croissance qui ont été déterminés dans cette fameuse stratégie et représentent des secteurs importants, des engagements des partenaires et également des projets qui ont été faits. L'idée, donc, c'est de partir du territoire. On ne va pas parler que de l'eau ou que de l'élevage, c'est ce territoire-là, de quoi il a besoin pour promouvoir l'élevage, pour promouvoir l'agriculture, où est-ce qu'il y a besoin d'eau, des couloirs de transhumance, de la santé, des écoles, etc. Donc c'est ça l'idée majeure. La deuxième idée, c'est la coordination renforcée. Et la troisième idée, qui est un peu plus spécifique aux membres de l'Alliance Sahel en Mauritanie, c'est de dire, c'est pas nous, les partenaires, qui devons faire cette coordination, c'est le mandat des autorités déconcentrées, et c'est de voir comment est-ce qu'on peut les aider. Donc, ont été mis en place un certain nombre d'instances auxquelles le président du conseil régional appartient, le Wali à la tête, un groupe de travail régional où les acteurs discutent entre eux de qui fait quoi, à quel endroit, comment, etc. Il y a 3-4 jours avant la table ronde, il y a un groupe qui s'est réuni, sectoriel, qui a parlé d'agriculture. Et vous savez, on a eu un déficit pluviométrique cette année, donc comment est-ce qu'on fait, etc. Donc ils ont pu discuter de tout ça et ils en ont sorti un certain nombre de besoins spécifiques et certains projets spécifiques en choisissant dans telle commune, il y a un potentiel sur les cultures de décrue, dans telle autre, ça va plutôt être l'élevage, etc. Donc c'est au plus proche du terrain que les acteurs discutent et nous, les partenaires financiers, on est juste là pour soutenir ces initiatives, pour qu'ils puissent les mettre en œuvre et apporter quelques financements pour cela. Donc c'est ça, ce qu'on appelle territorial, un territoire intégré, c'est tous les secteurs. Et l'autre chose très importante que je voulais dire aussi, c'est, et la présence du président du conseil régional ici le démontre, c'est la foi que nous avons dans la décentralisation et dans la déconcentration également. Donc il y a beaucoup de programmes qui donnent aux élus, que ce soit des maires, le conseil régional est un peu plus récent, les moyens pour qu'ils puissent mettre en œuvre des programmes dans leur commune. Et un de nos travaux aussi à l'ATI, c'est de donner à ces élus, les maires, et aussi aux autorités déconcentrées, les HAKEM, le Wali, les services régionaux déconcentrés, un certain nombre d'outils qui leur permettent de suivre l'avancée. On avait dit qu'il y aurait 3 classes faites dans telle localité, dans telle commune. C'est programmé pour 2025. Ils auront tout ça
sur le papier, ils pourront voir en 2025 ça a été fait ou pas. Et ils pourront dire à leurs citoyens, voilà, on avait dit, on l'a fait, ou si on ne l'a pas fait, on va traiter ils traiteront le problème. Voilà. Monsieur le conseiller, le choix de la wilaya de Hod Sharqi, l'année dernière, c'était la foire, n'est-ce pas? Cette année, c'est cette mobilisation. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre? Est-ce que ça va être fait dans d'autres wilayas du pays? Non, ce n'est pas un déséquilibre. Je vais répondre, mais je rappelle que le Hod Sharqi, l'année dernière, effectivement, le président de la République, son Excellence Mohamed Char Azwani, a présidé la foire de Timbedra consacrée à l'élevage. Vous savez que la région du Hod Sharqi est une région connue pour son potentiel d'élevage agropastoral. C'est un potentiel peu exploité et donc il va falloir lui accorder l'attention requise. Donc la foire de Timbedra a été un moment fort, comme j'ai dit, pour développer cette ressource naturelle, cette ressource pastorale. Et il s'ensuit directement une création de départements dédiés à l'élevage, plus une société de promotion de l'élevage, plus des lignes de crédit et de financement pour promouvoir, créer de la valeur dans ce secteur. Donc, par la suite viendra, comme vous venez de dire, la table ronde de Néma. Tout cela, le Hod Sharqi mérite plus que tout cela, parce que ça, vraiment, ça consacre l'engagement, le respect de l'engagement du président de la République lors de la campagne, dans Ta'ahoudati. Donc, l'opportunité sera offerte à tous les citoyens de s'épanouir dans leur propre zone de résidence. Le Hod Sharqi, donc, est un cas qui incarne cette option stratégique. Les autres régions ne seront pas d'IRS, parce que le département, comme j'ai dit, de l'économie, le ministère des Affaires économiques, a entamé une série d'élaborations de stratégies régionales. En plus du Hod Sharqi, on a le Hod Sharqi qui est en cours, on a la Saba qui est en cours, le Hod Gharbi qui est en cours, la Saba qui est en cours, le Taga et le Brakana, le stratégie de développement sont déjà élaborés, le Guidimaka, le Gorgol et le Taraza sont en cours, et le reste des régions, c'est un processus qui certainement, toutes les régions seront certainement touchées au regard de l'allure, du rythme. En moins de 2 ans, on a déjà fait 8 régions, soit achevées, soit en cours. Ce qui laisse vraiment l'espoir pour le reste des régions. C'est un processus en jugé par le rythme et l'allure du processus. Donc c'est l'occasion de développer ces territoires, ces régions, pour un développement harmonieux des territoires, conformément à un schéma de développement, d'aménagement du pays, parce qu'on ne peut pas développer une région et laisser les autres, sinon toutes les populations vont s'orienter vers cette région développée. Donc il faut équilibrer, résorber les disparités régionales, permettre aux populations de développer le potentiel de croissance dans les régions, et c'est dans un immense territoire comme la Mauritanie, si on ne développe pas les régions, tout le monde va s'orienter vers la capitale et on aura un déséquilibre. Et je rappelle que la région du Hod Sharqi est une région qui partage de très larges frontières avec une zone d'insécurité dans le Sahel. Donc il y a des enjeux énormes, à la fois des opportunités de développement, mais des enjeux énormes sécuritaires. Et le pays est appelé à adopter des mesures prudentielles et préventives pour empêcher la radicalisation des jeunes, créer aux jeunes des opportunités d'emploi qui, si vous voulez, les dissuadent de s'orienter vers des velléités malveillantes au regard de la proximité, si vous voulez, de zones de tension dans la sous-région. Donc le choix du Hod Sharqi se justifie à plus d'un titre. Et je crois que l'espoir est né et les populations du Hod Sharqi, comme vient de le souligner le président du conseil régional, les populations sont satisfaites et attendent la mise en œuvre des engagements. Et du côté de notre département, le département de l'économie, j'ai dit que les mécanismes appropriés sont mis en place pour accélérer la mise en œuvre de ces engagements et tout en veillant aux principes de rigueur, de transparence et de redevabilité. Monsieur le Président, est-ce que les élus locaux ont été mis à contribution pour la mise en place de tout cela, le choix des différentes stratégies, les projets qui ont été mis? Est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi? Bien sûr que oui. Les élus, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'en fait, nous, en tant qu'élus, ce qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de stratégie, nous avons tout a été identifié, toutes les potentialités pour le développement économique et social de la région ont été identifiées. Les secteurs prioritaires et les fiches de projet ont été identifiés. La volonté politique
est présente pour pouvoir soutenir ce développement au niveau régional. Les partenaires de développement ont été généreux dans leur ensemble. Donc, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de pouvoir exploiter toutes ces opportunités pour développer la région et mettre en œuvre la stratégie qui permettra d'exploiter et de valoriser toutes les richesses de la région, y compris dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture, mais essentiellement dans le domaine de l'emploi des jeunes et l'insertion des jeunes pour éviter justement, comme disait quelqu'un tout à l'heure, que ces jeunes ne soient la cible des groupes, bien sûr, terroristes, et que la sécurité soit également assurée au niveau de la région. Comme vous savez, c'est une région qui doit allier aujourd'hui sécurité et développement, compte tenu bien sûr de plusieurs raisons que j'avais évoquées tantôt. Donc, je tiens encore à dire que c'est le temps qui doit pouvoir maintenant être exploité de façon rationnelle, que ce qu'il y a de faire maintenant, c'est que les procédures, le suivi et la mise en œuvre de ces programmes soient rapidement mis en œuvre, aussi bien par les services techniques décentralisés, par les départements ministériels, mais également nous, en tant qu'élus, nous sommes prêts à l'accompagner pour pouvoir, bien sûr, donner satisfaction aux besoins des populations, améliorer les conditions de vie, améliorer la situation économique au niveau de la région, mais aussi améliorer toute la gouvernance dans toutes ses formes au niveau de la région. Surtout que c'est quand même une période extrêmement difficile où nous avons un déficit pluviométrique extrêmement important. Le couvert végétal également commence à se dissimuler et nous sortons également de la situation post-Covid, comme vous le savez, qui a bien sûr affecté l'ensemble de la communauté, mais aussi en particulier les populations les plus vulnérables au niveau de la région. Donc j'appelle, nous en tant qu'élus, nous appelons et on lance un appel à ce que la mise en œuvre de la volonté politique du président de la République, de la volonté des partenaires, de pouvoir également mettre en œuvre et profiter de cette opportunité qui est une première au niveau du pays. Madame la directrice, dans son mot, à l'occasion de cette table ronde, le Premier ministre avait dit qu'il invitait les partenaires et les acteurs économiques à appuyer et accompagner les efforts du gouvernement pour mobiliser les moyens financiers. Il y a une adhésion massive. Comment expliquer cela? Je pense que le président du conseil régional et le conseil l'ont dit, on est quand même dans une région limitrophe d'États qui vivent une situation d'insécurité qui est difficile. Une des raisons de cette insécurité, il y a certes la question de l'emploi des jeunes, mais il y a aussi un certain nombre de services publics qui ne sont pas au rendez-vous. Donc la stratégie là, du gouvernement, il y a ce côté potentiel de croissance, emploi, pour qu'il y ait plus d'argent qui circule dans la région, mais il y a aussi ce côté service public, santé, éducation, de façon à ce que les gens qui soient là puissent, ça a été dit, vivre mieux, que l'État soit plus proche, des citoyens. Et ça, ce sont des éléments déterminants. Si l'État n'est pas proche, d'autres viennent prendre la place. Donc ça, c'est une des raisons. Et puis c'était une réponse aussi au G5 Sahel. Le G5 Sahel, son mandat, c'est sécurité et développement. L'Alliance Sahel est née de cette réponse des partenaires au G5 Sahel et à ses États membres, mais la Mauritanie en est un. Donc c'est une des raisons qui, ces deux, le Haut El Garbi et le Haut El Shari, ont été dénommés par le G5 Sahel comme des zones de prévention. Il fallait être dans la prévention des conflits et ne pas attendre qu'ils arrivent éventuellement. Et pour être dans la prévention des conflits, il y a besoin de ça, de la croissance, de l'emploi pour les jeunes, de services publics de proximité. Et c'est dans ce cadre que nous venons accompagner le gouvernement. Pour nous, même si l'État, bien évidemment, doit travailler dans toutes ces régions, les partenaires de l'Alliance Sahel continuent à travailler ailleurs. Là, il y a un effort particulier qui est fait, mais
toutes les ressources des partenaires ne vont pas être mises dans le Haut-Esharghi. Les autres régions peuvent se rassurer et le gouvernement est très attentif à ça aussi. Il n'est pas question d'aller mettre tout dans le Haut-Esharghi. Mais là, cette approche territoriale intégrée, elle va être appliquée uniquement que là pour l'instant, parce que non seulement on a cet effort financier massif, mais on a aussi un travail qui est très important là, de coordination, de donner aux autorités locales les moyens, les outils pour suivre ce qui se fait. C'est un peu difficile à expliquer comme ça oralement ce qui va être fait, mais c'est aussi des investissements massifs, pas uniquement en argent, mais également en renforcement de capacité, en expertise qui est mis au plus près de ces acteurs. Et ça, pour l'instant, on a dit au gouvernement, on va le faire selon des charriers, on va voir ce que ça donne, est-ce qu'on a un impact réellement différent pour voir après. Mais pour l'instant, c'est uniquement sur le Haut-Esharghi qu'il y a toute cette approche avec toutes ces dimensions. Mais je le répète, tous les partenaires qui sont là continuent à travailler aussi dans les autres régions. Pour la deuxième fois, j'ai entendu le président du conseil régional du Haut-Esharghi dire qu'il lance un appel pour que ces projets démarrent rapidement. J'ai comme l'impression que c'est véritablement un appel. Avant de répondre, je relève madame par rapport aux attentes des autres régions. Effectivement, le gouvernement est attentif aux attentes des autres régions. Et quand dans une région, on élabore une stratégie, c'est pour qu'elle soit financée. Il est souhaitable que le financement provienne de ressources extérieures pour libérer les ressources internes à d'autres priorités nationales. À défaut, l'État est là pour prendre en charge le financement de ces stratégies. Par rapport aux attentes que vient d'évoquer M. le Président, effectivement, j'ai dit que tous les mécanismes appropriés seront mis en œuvre pour accélérer, je le répète, la mise en œuvre de ces engagements dans un cadre concerté avec nos partenaires au développement, avec l'implication active des bénéficiaires et des élus, les services de d'administration et services déconcentrés, pour que vraiment l'impact soit intensifié, amplifié et pour que les populations en retirent meilleur profit dans les meilleurs délais. Monsieur le Président, vous avez entendu la réponse du conseiller qui dit que tout cela va se dérouler le plus rapidement possible. Mais je rappelle, je passe, si vous êtes à l'antenne, que vous me suivez, je vais vous rappeler une partie du discours du Premier ministre qui dit qu'il invite particulièrement les hommes d'affaires nationaux et locaux à accompagner la dynamique. Donc, vous aussi, vous devez fournir un effort de votre côté. Tout à fait. Moi, je pense que l'effort doit être l'effort de tout le monde, aussi bien le secteur privé, les partenaires de développement, mais nous, les acteurs locaux. Et comme je disais tout à l'heure, c'est surtout cet élan de solidarité et de volonté politique bien marqué qu'on doit pouvoir décentraliser et satisfaire les besoins locaux des populations. Surtout que c'est une région qui a la particularité, comme je dis, sur le plan démographique, et qu'en créant l'emploi, en créant la croissance, ça va permettre aux populations du Haut-Esharghi d'être fixées dans leur terroir et d'éviter également d'aller faire la pression sur la capitale qui est Nouakchott, qui aujourd'hui est saturée. Donc, je le disais tout à l'heure, le Premier ministre l'a dit, nous sommes tout à fait disposés à accompagner cette dynamique, surtout que l'effort de coordination au niveau régional, il est déjà établi. Parce qu'à notre niveau, au niveau de la région, nous avons un groupe de travail régional qui est l'outil spécifique pour assurer la coordination de toutes les interventions faites par les partenaires au développement au niveau régional, du fait que l'État a érigé la région en zone de convergence. Donc nous avons déjà un outil qui fonctionne bien et qui est composé de la région, de la wilaya, des services techniques des frontières, des partenaires de développement intervenant dans la région. Donc c'est déjà un outil qu'on peut déjà utiliser et qu'on peut fonctionner et continuer la dynamique pour que les choses se passent rapidement.
Donc je pense que toutes les conditions d'une bonne coordination, d'une bonne exécution des programmes sont déjà en place. Et il va falloir maintenant qu'au niveau central, que les choses puissent être bien sûr renforcées et soutenues, comme disait le Premier ministre, conformément bien sûr à la volonté du Président. Madame Brisset, quand on parle de table ronde, de financement, les populations s'attendent à de l'argent tout de suite au démarrage du projet sur le champ. Est-ce que ça se passe comme ça? D'abord, cet engagement, il est là sur toute la durée de la stratégie, c'est 2022-2025. Donc vous faites bien de le dire, ça ne sera pas tout de suite. Et par ailleurs, comme l'a dit aussi le conseiller, il y a forcément des exigences de transparence, etc. Donc tout ça, quelquefois, apparaît pour les gens comme des choses longues, des procédures qui sont lourdes. Mais en même temps, construire, vraiment construire, ça prend un peu de temps. Mais c'est pour longtemps aussi. C'est-à-dire, si vous faites un barrage, une retenue d'eau, vous n'allez pas faire ça vite fait à la va-vite dans un endroit où il y a l'eau qui coule, qui en fait, c'est pas là où ça pleut, c'est pas là où il y a le bon bassin versant. Donc on a un petit peu besoin d'études, etc. La différence, c'est que là, c'est de faire confiance aux services techniques déconcentrés. La direction régionale de l'agriculture, la direction régionale de l'hydraulique. Et là, l'État central doit aussi faire son propre travail de lâcher un peu pour accepter de laisser les acteurs locaux être plus en responsabilité. C'est un pays qui a, je crois que la volonté forte est là, de mettre en œuvre pour que les acteurs locaux puissent mettre en œuvre, libérer les énergies elles existent au niveau local. Monsieur le conseiller, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des filières productives, Monsieur Ousmane Mamadou Kane, a exprimé au terme de la rencontre que celle-ci est le fruit d'une stratégie élaborée il y a plus d'un an. Est-ce que vous revenez là-dessus? Que cette table ronde et que tout ce qui se passe maintenant est le fruit d'une stratégie qui a été longue, une stratégie d'une année. Vous pouvez parler de la stratégie? Oui, la stratégie de développement de la région qui a été élaborée, qui a été présentée lors d'un atelier à Néma, comme je l'ai dit, du 23 au 25 novembre dernier. Cette stratégie, c'est une déclinaison de la stratégie nationale de croissance accélérée à l'échelle régionale pour impulser, comme je disais, un développement harmonieux au niveau de la région. Et donc, c'est une stratégie qui s'articule avec l'architecture de la stratégie mère en termes de levier, parce que les structurés suivant le même format de la stratégie SCAP pour en faciliter le suivi. Vous trouvez les mêmes leviers, le levier consacré à la croissance inclusive et durable, le levier consacré au développement humain, capital humain, accès aux services sociaux de base, le levier consacré à la gouvernance dans ces différentes dimensions. Donc c'est une stratégie qui est un reflet, une déclinaison de la stratégie nationale, SCAP, à l'échelle régionale. Donc c'est un fruit, c'est un processus qui a été conduit depuis plus d'un an et qui a abouti à ces résultats qui reflètent les résultats de cette table ronde. Je rappelle qu'effectivement, le portefeuille sera financé sur 2022-2025, mais j'ai parlé, et le répété, qu'il y a des mécanismes qui seront mis en place pour accélérer la mise en œuvre. Donc les procédures seront raccourcies pour que effectivement les activités programmées donnent l'effet attendu dans les meilleurs délais. Donc toutes les modalités sont mises en place pour accélérer la mise en œuvre. Donc je crois qu'on ne va pas attendre les lourdeurs administratives, on va trouver des formules dérogatoires qui respectent à la fois la rigueur requise, mais qui aboutissent aux résultats escomptés dans des délais raccourcis. Je l'espère bien. Puis vous voyez, la semaine prochaine, en ce qui nous concerne, l'AFD, nous avons travaillé toute l'année sur un projet. On va se rendre là-bas pour lancer le projet. Ça concerne 3 communes et 2 Mourata, où on va lancer le projet là-bas. Et à partir du mois de janvier, la Direction régionale du développement local, en lien avec la Direction générale des collectivités territoriales, commencera à mettre en œuvre le projet. Donc, pour l'écrire, le projet, il porte sur quoi? C'est un projet d'appui au développement territorial, un appui aux communes, un appui aux services techniques déconcentrés, les inspecteurs de l'élevage, un appui également à ce qui est l'emploi. Vous connaissez sans doute le programme Mon projet, mon avenir, par exemple. Donc il y a une déclinaison territoriale de Mon projet, mon avenir qui se passera.
l'appui à l'agriculture, à l'élevage. On a dit c'est les deux piliers de la croissance. Et puis après, dans chacune de ces communes, il y a des services de santé, il y a des écoles. Et donc, chacun de ces établissements scolaires, de ces établissements de santé seront invités à voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer leur établissement. Et les communes seront là pour les aider financièrement à le faire. Et les services, les inspecteurs, les inspecteurs de l'éducation, les IDEN, les inspecteurs départementaux, seront là pour aider les écoles et pour voir les... Donc ça va être quelque chose qui va être très rapide. Monsieur le témoin par rapport à ce point, en attendant qu'on donne la parole au président. De dire que le portefeuille de projets, les 29 projets dont je viens de parler, objet de la déclaration des partenaires, en plus de cela, il y a des activités en cours au niveau de la wilaya. Ces activités en cours ne sont pas comptabilisées dans ce portefeuille. Donc la wilaya bénéficie de projets en cours, de projets en perspective, autres que ce qui est déclaré au niveau de la table ronde. Donc si on fait la somme de ce qui est en cours, en perspective, plus le portefeuille retenu lors de la table ronde, je crois qu'on s'attendra à vraiment un impact énorme au niveau du développement de la région. C'est ça ce que je... Monsieur le Président, vous avez entendu le conseiller dire que les procédures sont raccourcies, c'est d'un côté, donc ça vous rassure. Et, Monsieur le Président, si vous me recevez, quelles sont les priorités pour les populations de Hod Sharqi? Les priorités des populations de Hod Sharqi, c'est de voir leurs conditions de vie s'améliorer rapidement dans les différents secteurs porteurs. En particulier, cette année, en matière d'élevage, parce qu'en fait, comme je l'avais dit tout à l'heure, il doit y avoir un appui conséquent pour la richesse animale qui aujourd'hui s'affronte, bien sûr, à une sorte de sécheresse. Le deuxième aspect également, c'est de pouvoir également renforcer le domaine de l'agriculture et du maraîchage pour que les populations puissent pouvoir également améliorer leurs conditions de vie dans ce domaine. Il y a également un domaine important, c'est celui de l'emploi des jeunes, parce qu'en fait, les jeunes doivent pouvoir être formés, mais aussi insérés dans la vie active. Surtout qu'au niveau de la région, nous disposons d'un centre de formation professionnelle où tous les métiers qualifiants s'y trouvent et ils demandent simplement à ce que ces capacités soient renforcées et que les jeunes, une fois formés, puissent être insérés dans la vie active. Autre élément également important, c'est de pouvoir également impulser la situation économique, surtout dans le domaine pour le secteur privé. Le secteur privé doit pouvoir s'investir au niveau de la région parce qu'en fait, nous avons besoin de création d'unités industrielles et nous avons besoin également que le secteur privé puisse soutenir les actions du gouvernement en matière d'élevage, en matière de produits manufacturiers, mais aussi en matière de transformation des produits animaux, surtout la viande et du lait. Donc, tout ça, ça doit créer une richesse pour pouvoir également permettre aux populations de pouvoir satisfaire leurs besoins et que l'État puisse être déchargé de cette lourde tâche qui menace aujourd'hui la région. Je rappelle que le programme d'investissement public régional, au titre de la période 2022-2025, est constitué d'un portefeuille de 29 projets, comme vous l'avez souligné tout de suite, et d'un coût global de 3,7 milliards MRI, soit environ 100 millions de dollars. Comment va se faire le financement? C'est plusieurs partenaires qui interviennent et chacun va apporter sa part, c'est ça? Oui, c'est-à-dire chaque institution va, par exemple, un projet de l'élevage, il va aller discuter avec le ministère de l'élevage, avec la direction de l'élevage, ils vont voir les projets qui sont sur la table et ils vont voir comment les mettre en œuvre. Deux partenaires peuvent aller ensemble,
Nous, on le fait beaucoup avec l'Union européenne, on le fait également avec la Banque mondiale, ou y aller tout seul. Là, c'est pas... Les procédures accélérées, bon, on va voir comment ça peut se passer. Certains partenaires agissent avec des ONG, certains partenaires mettent en œuvre directement le projet, d'autres travaillent plutôt avec l'État, les services de l'État. Donc chacun garde un peu son mode de faire, mais cette stratégie, si vous voulez, tous les partenaires sont autour de la stratégie et autour des projets. Voilà. Oui, je crois. Par rapport au montant que vous venez d'annoncer, ce n'est plus 100 millions de dollars, c'est 118 millions de dollars. Et par rapport aux procédures, certainement, on pensera à harmoniser les procédures pour en faciliter, si vous voulez, la mise en œuvre des modes opératoires qui permettraient d'aller plus rapidement, parce que, à écouter le président du conseil d'administration, il y a des attentes. On doit répondre à ces attentes. En harmonisant les procédures, en accélérant la maturation des projets et en faisant plus de synergie entre acteurs pour vraiment aller de l'avant. Je rappelle que, comme il a dit, la wilaya recèle d'importants gisements, d'importantes ressources au niveau agropastoral particulièrement, qu'il va falloir développer en faisant intervenir le partenaire public-privé, en faisant le financement privé, en renforçant la formation professionnelle des jeunes, où ces jeunes seraient formés dans des domaines vraiment vitaux en relation avec le potentiel de croissance de la région, pour en assurer la durabilité et vraiment pour créer plus de richesses et d'emplois. Et comme il a dit, il y a un centre de formation. Donc il faut effectivement développer la formation professionnelle des jeunes et une formation adaptée au contexte local, formation destinée à valoriser, créer plus de valeur ajoutée, surtout dans le domaine agro-pastoral, car la région recèle plus de 4 millions de bétail et c'est un gisement énorme qui l'un des pourvoyeurs du marché national en ressources en viande rouge, en ressources animales. Il y a également la grande société qui est un projet structurant, la société de lait de Nema. C'est un projet structurant qui va permettre de valoriser les produits laitiers, les produits dérivés de l'élevage. Et donc, avec le financement, avec la formation professionnelle, cette société pourra s'ériger en projet structurant pour la région, dont les retombées vont se sentir au niveau de toutes les communes. Donc, il suffit de changer les mentalités, d'adhérer à des modes innovants de production et de traitement de la richesse animale pour qu'on aille à l'avant. Donc je crois que les partenaires sont appelés, également le gouvernement, à opter pour un mode opératoire qui se base sur des procédures harmonisées, donc qui facilitent la mise en œuvre et d'éviter la dispersion des efforts. Je crois que un mécanisme qui va regrouper tous les partenaires, toutes les parties prenantes autour d'une approche synergétique concertée permettrait effectivement d'avancer plus rapidement et répondre aux attentes des populations du Haut-Charqi et qui attendaient, comme je l'ai dit au départ, cette opportunité depuis longtemps. Et je crois qu'il nous revient de les rassurer que tous les efforts seront entrepris pour concrétiser les engagements sur le terrain et en créer les impacts positifs attendus. Il y a un engagement qui a été pris, c'était de dire que tous les ans, jusqu'en 2025, on va regarder. Là, on parle. Dans un an, il faut que vous nous réinvitiez. Ici. Ben oui, alors finalement, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a été fait? Dans 2 ans, qu'est-ce qui a été fait? Le taux d'accès à l'eau est-il meilleur qu'il y a un an? Le taux de scolarisation, il est comment? Le nombre de jeunes qui sont dans ce lycée dont parle le président, ils sont très peu nombreux. Donc là aussi, il faut que les parents puissent avoir confiance dans ce système d'enseignement professionnel. Ils étaient 300 cette année, ils sont combien en 2023, voilà. 2024. Donc nous, on s'est engagé, le gouvernement s'est engagé à ce qu'à nouveau, de façon conjointe, on fait le point chaque année. On avait dit qu'on atteindrait tel objectif, on en est où jusqu'à la fin. Monsieur le Président, vous avez entendu l'intervention de Madame la directrice, mais en attendant,
que vous commentez cette intervention. Je vous rappelle que les observateurs ont qualifié la visite du Premier ministre au Hod Sharqi comme étant une visite politique et économique. Est-ce que vous partagez cet avis? Absolument, absolument. Parce qu'en fait, le fait que le Premier ministre se déplace d'abord, elle a le caractère politique, c'est d'abord la dimension du Premier ministre, mais le caractère économique également et social, c'est qu'il a posé la pierre de plusieurs projets à caractère économique et social en matière d'eau, en matière de route, en matière d'aménagement agricole. Donc, c'est vraiment la connotation économique et sociale de la visite. Et la connotation politique, c'est en fait la volonté politique de pouvoir déplacer le Premier ministre avec certains membres du gouvernement et l'ensemble des partenaires pour prendre des engagements sur le plan local et soutenir le développement des régions. Donc, ça c'est d'une part. D'autre part, je reviens également à l'intervention de Mme Bénédicte, c'est pour dire effectivement de façon beaucoup plus pragmatique qu'effectivement on a besoin, après une année d'évaluer et de savoir qu'est-ce qui a été fait sur le terrain, que ce soit en matière d'éducation, de santé, d'eau potable et des aménagements agricoles. Et ça ne peut se faire qu'avec une bonne coordination entre les différents acteurs en matière d'identification des projets qui est déjà faite, en matière d'exécution, en matière de suivi et en matière, bien sûr, de bénéficier, de voir les bénéficiaires qui ont bénéficié de ces différents services. Donc, il faut absolument qu'on aille sur le plan pragmatique et que les choses doivent évaluer au fur et à mesure et qu'on sache les goulots d'étranglement pour pouvoir les surmonter au fur et à mesure. Madame Bénédicte, le président du Conseil a été très réceptif, il est tout à fait d'accord avec vous. Si vous n'avez pas quelque chose à ajouter, on va passer la parole au conseiller. Ça va. Je rappelle que, je l'ai dit au départ, que, de manière très brève, parce très que, brève, le fait que le Premier ministre, monsieur le Premier ministre, préside la réunion de la table ronde, je l'ai dit que c'était un haut partage politique de l'événement. Et donc, surtout qu'il était entouré de plusieurs ministres et de partenaires. Et qu'il est resté quelques jours dans la région. C'est un haut partage politique de l'événement. En compagnie de plusieurs membres du gouvernement. Effectivement. Et par rapport au délai de mise en œuvre du programme, je rappelle que le ministère de l'Économie a présenté récemment une communication en Conseil des ministres sur la gestion des projets, la mise en œuvre des projets, où il n'est désormais pas permis que ces projets accusent de retard. Il y a des performances, des cahiers de charges, des coordonnées de projets, où tout gestionnaire de projet auquel incombe une mission faute de retard ou de contre-performance sera sanctionné. Donc l'État veille bien à ce que les projets soient exécutés dans la célérité et que les délais de mise en œuvre et que les charges récurrentes liées aux prorogations des délais de projet soient évitées. Donc je crois que c'est une garantie de plus pour dire que ce qui est annoncé en EMA et c'est la bonne route doit être exécuté dans les délais convenables. C'est quand même rassurant. On dit que le Conseil a rappelé qu'il n'y aura pas de retard dans les projets qui sont mis en œuvre. C'est rassurant. C'est sur ce mot qu'on va clôturer cette émission qui, je le rappelle, était consacrée à la visite du Premier ministre au Hod Sharqi. J'avais comme invité M. Mohamed Outakre, qui est conseiller chargé du développement régional au ministère des Affaires économiques, de la promotion du secteur public. Et M. Mohamed Oulittijani, qui est président du conseil régional du Hod Sharqi, et Mme Brissé Bénédicte, directrice de l'Agence française de développement. Merci à tous d'avoir répondu à cette invitation. C'était pour moi un énorme plaisir d'avoir présenté cette émission. Avec le plaisir de vous retrouver bientôt. Continuez à suivre les émissions de la télévision et le Mauritanien. Bonne continuation avec les émissions de la télévision.
هون عندنا سنين يجي السايح الودان يجي للمدينة القديمة، لأنها الحمد لله هي كوارث ذات مدينة زينة. وعنده مولي هنا تياه يقيس قلب الرشات ليدا فريك، ويقيس بليدة عندنا هون فيه لروز دا سابلين قالها ما يعتق، ويقيس طلب فيها لقرط دا بافورش قال له، وفيه ياسر من المعالم السياحية هون في ودان يقدوا يجون سواح. عندنا القلاوية بعد ذاك، وعندنا البيض فيه انسيت اركولوجيك تجبر فيها لي بيفاس نيولوتيك سير بلاس ما فاتوا حركهم بلدهم. وما شاء الله ودان قاني بالمعالم السياحية اللي تخول للسائح انه بدل من يجي ليلة واحدة يقضي هو هون اسبوع ما خسر وقته. الحمد لله الشعب الموريتاني عنده ميزة خاصة على انه الحمد لله الشعب مضيف، ودائما الزائر منين يجي يحسسنا على انه مستراح، وعلى انه زينة عنده موريتاني، وزينة عنده ثقافاتها، وزينة عنده مولية صحراءها. حسب اجتهادي على ان الشباب هون اولا كان مهتم بالسياحة، ومهتم انه يبقوا هون في مدينته. كانوا هناك اياها تكوينات لبعضهم كان يعدل شيء قالوا دليل للمدينة، وما زال حتى اليوم الحمد لله مدينة ودان هي المدينة الوحيدة اللي كريات لامبلوان للشباب اللي ياك يلاقي سايح يمشوا بدل من يقعدوا والله ما يعدلوا شيء عنهم، يعدلوا زيارة للسايح اللي لا يستقبلوه في مدينة ودان، ويمشوا بيش المناطق الأخرى اللي ما هي بعيدة. اللي في حالتنا جاونا ذو السواح نستنفعوا منها. تجارتنا هاي احنا نعدلوها بيدينا، نحكوها الحجار اللي عدوا عندنا نحكوها، نعدلوا منهم القلاي، نعدلوا منهم القدور، نعدلوا منهم الاشياء ذا كامل اللي هو نعدلوه بيدينا. وعياو يجون السواح نراو منه نراو عندهم شي، وعينا ما نراو. نحن اليوم في موقع من مواقع السياحية في مدينة ودان، وهو عبارة عن من النقش الحجري اللي موجود في المنطقة. البلاصة هون ما هي بعيد من الدشرة، تبعد منها ليعود كيلين والله لا. فيها نقش حجري قديم. وعندنا مولي مقدرات أخرى في القلاوية، وطول الكدية كامل عليه النقش الحجري، يعدل تقريبا كيلين من النقش الحجري. هو أكبر نقش موجود في موريتانيا على الحجار، وهذا نختاره ونحافظ عليه، لأن هذا اللي قريب من الدشرة بدأوا الترك يجوه ويدقوا عليه الحجار يعلوا نقشه، وذاك لا يندثر يعقب ينفقد ويعود مات له موجود. ونختاروا تعدل له صيانة، طالبينها من أهل المدن القديمة ومن الدولة ومن البلديات والناس المسؤولة عنه كاملة، ونحن مولي كاملين نعتبروا مسؤولين عنه لأنه يلطوا يحافظوا عليه. ياسر من الآثار القديمة اللي مع الأسف مع الزمن وقلة الوعي بدأ بعض الناس يكتب عليه، وهذا فعلا خطير جدا. وإحنا كوزارة هون اتخذنا بعض الإجراءات توعية الساكنة، توعية تلاميذ المدارس بأهمية التراث اللي عايشين فيه، وأهمية أن هذا جزء من تراثهم هم ومن حياتهم، نعلمهم هم العار الأول أنهم يحموه ويحافظوا عليه. معناه أنه ما ينكتب على ذوك النقش القديم اللي يخسر ولا ينقانوت له نقش، ولا يكسر شيء من الشوارع القديمة، ولا يمتس، ولا ينقبضوا حجار للبناء إلى غير ذلك، من أجل الحفاظ على المدينة. والطريقة اللي صنفت بها المدن صنفوا 1996 كتراث عالمي، ويلا الطريقة المعمارية اللي صنفوا بها والعلمية يلا تم لها حاضرة، والأول لا يحافظ عليها طبعا ومساكن ودان
بالإضافة طبعا دور الوزارة اللي دور أساسي في الحفاظ عليهم كاملات. صبحة المدينة ما يجي اسم السواحي غير الحمد لله عندهم المؤهلات السياحية المتميزة، مناظر خلابة فيها آثار قديمة نقش على الصخور، وفيها آثار ما قبل مدينة ودان الحالية، المدن اللي كانت فهم كيف كولان وكيف رني إلى غير ذلك، بليدات مهمة جدا. وقريب منهم اللي هاي المعجزة الإفريقية اللي هي قلب الرشاد، لمعالم عالمية جدا، وفم معالم كبيرة جدا من اللي يأسس المدينة مدينة ثقافية وسياحية وتتميز قدم جوانبها، عندها فنون متميزة. جانب الأكل مثلا يقيد بها دائما أن ودان عندها ميزات أكل خاصة، كسوره الودان ينقال إلى غير ذلك، وعندهم طبخات. واقع السياحة في السنوات الأخيرة على موريتانيا كاملة واقعها بالنسبة لي أنه بعض الشيء مزري، لأنها تبقي اهتمام من الدولة. احنا كان يجينا طيار يجي من باريس لطار ويجي من مارسيل لطار. عندنا رؤية على أن موريتانيا تعطي اهتمام للسياحة، الدور تكثر في موريتانيا والدور تم تجيها، وصرت ولاية أدرع هي عاصمة السياحة، عندها مشاكل تعاني منهم، تعاني من مشاكل الحدود مقفولة حتى اليوم، بها أزمة كوفيد ذيك أزمة. والأزمة الثانية الطيار مات لما اللي يجي باللي أهله ما عندهم فضة يجيبوا بها الطيار، وإحنا مولي كدولة ما عندنا مولي ترانسبور لياك، ما عندنا طيران لياك انتم وإحنا نجيبوا السواح لنفوسهم. معناها أننا نتأملوا على أن الدولة الموريتانية إن شاء الله تفتح على السياحة وتعرف لها شيء بها اللي مستفاد منها من الشعب لا يستهانوا به في الولاية. مهرجان مدائن التراث منظم هاي السنة في مدينة ودان التاريخية، مدينة جاذبة للجوانب السياحية، بل اليوم الحمد لله طبعا مع الأسف تأثر المدن كاملات مع هذه الكوفيد، صبحت المدينة ما يجي اسم السواحي غير الحمد لله عندهم المؤهلات السياحية المتميزة، مناظر خلابة فيها آثار قديمة نقش على الصخور، وفيها آثار ما قبل مدينة ودان الحالية، المدن اللي كانت فهم كيف كولان وكيف رني إلى غير ذلك، بليدات مهمة جدا. وقريب منهم اللي هاي المعجزة الإفريقية اللي هي قلب الرشاد، لمعالم عالمية جدا، وفم معالم كبيرة جدا من اللي يأسس المدينة مدينة ثقافية وسياحية وتتميز قدم جوانبها، عندها فنون متميزة.